Allô? Est-ce que vous m'entendez bien? Impeccable. Ouais, super, merci. Ok. Je vais juste vérifier que sur le Twitch, c'est bon. Vous pouvez nous dire si sur le Twitch, ça rame pas trop, s'il vous plaît? Parce que j'avais un peu de... Ça ramait un peu tout à l'heure. Bon, pour l'instant, j'ai pas de réponse. Martial, est-ce que tu pouvais me dire si c'est bon? Ça marche sur Twitch? Ça rame pas? C'est bon? Ok, cool, merci. Bon, bah, bien. Coucou Xavier, coucou Guillaume. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va. Donc c'est pas le On Air, c'est Airtable Arena. On essaie de se moderniser. La dernière fois, on a fait ça sur Zoom. Et ben là, No Code France nous a mis à disposition son Twitch pour qu'on puisse faire une petite émission tous ensemble sur les interfaces. Donc l'objectif de Airtable Arena, c'est d'échanger sur une thématique, de faire discuter des gens et puis d'essayer de faire émerger des bonnes pratiques sur la thématique en question. Donc aujourd'hui, on va parler d'interface. Il y en aura pour les débutants comme pour les gens très avancés. Et puis j'espère que vous apprendrez des choses. Bonjour à Trispad1, bonjour à Julien, bonjour à Kevin, bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, trois personnes de la communauté Airtable sont présents. Donc il y aura Gildas, Élise et Pierre. Je vais laisser se présenter en juste 20 secondes. Vas-y Gildas.
Donc, moi, je suis donc Gildas, je suis entrepreneur sur la Bretagne, à Quimper. Et donc, je me suis reconverti en consultant no-code et plus particulièrement sur Airtable pour aider les TPE, PME du secteur. Voilà. Ok. Bonjour à tous, moi c'est Elise, consultante no-code dans l'impact. Et donc, ça veut dire que j'accompagne principalement des structures engagées sur des problématiques sociales, environnementales, avec les outils no-code. Et voilà, moi c'est surtout dans la région parisienne. Bonjour à tous et salut tout le monde dans le chat. Là, je vois pas mal de noms que je connais. Donc moi, je m'appelle Pierre, je suis consultant en automatisation, notamment avec un noyau sur Airtable et Make, alias Integromat. Donc voilà, j'aide les entreprises à structurer, rationaliser, automatiser leurs process. Et je fais plein d'autres choses à côté, des enquêtes en ligne, des applications Bubble, etc. Mais beaucoup d'Airtable en tout cas. Très bien. Donc, on va laisser la parole. Donc, il y aura 3 parties. Une partie sur les bases d'interface par Gildas. Ensuite, une partie d'Élise sur plutôt les bonnes pratiques, des trucs un peu avancés. Et puis, on terminera par Pierre qui vous parlera de use case un peu plus avancés. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Gildas. Et alors, il faut que je te... C'est bon, c'est ça. Voilà, c'est le bon celui-là. Alors, on va partir, nous, pour commencer les interfaces, en fait, d'une base d'une entreprise de travaux publics qui a du personnel, donc des personnes, des habilitations, c'est-à-dire que dans les travaux publics, il y a des compétences à avoir, soit de sécurité, secourisme, amiante, etc., ou des CACES, donc suivant les différents matériels. C'est des compétences qui sont en fait à renouveler régulièrement, soit tous les 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans, suivant le cas. Donc, la base d'Airtable est constituée donc des personnes, des habilitations et évidemment le lien entre ces personnes et ces habilitations avec des dates d'échéance et donc des périodes de renouvellement à programmer. Et donc, pour bien visualiser tout ça, le plus simple, c'est de passer sur les interfaces. Alors, pour aller faire des interfaces, il y a un bouton en haut à gauche. Là, je ne sais pas si vous voyez ma petite souris. On va y aller directement et pour créer une nouvelle interface. Donc, on arrive sur cet écran-ci. On va rentrer directement dans le vif du sujet en créant une nouvelle interface. Et Airtable, gentiment, nous a préparé différentes présentations, soit une présentation qui permet de voir les différents enregistrements, donc avec une liste sur la gauche et ensuite le détail des enregistrements qu'on peut présenter sur la droite, soit la réalisation de dashboards permettant de visualiser les informations avec des chiffres, des graphiques, les grids, etc. Et une autre troisième présentation qui, elle, est plutôt sur la sélection d'un enregistrement et également le détail. Ce que je vous propose, moi, pour aller plus loin, c'est de partir d'une base blanche, d'une feuille blanche et de démarrer la constitution d'une interface. Donc, vous voyez à gauche ici, on a un petit bouton Add Element qui permet en fait de sélectionner les différents éléments qu'on souhaite. Donc, il y a des textes, des dividers, on va les dérouler les uns après les autres au fur et à mesure. Donc, je vous propose de mettre un texte. On va dire que c'est notre titre. Donc, c'est un texte qui peut être paramétrable, c'est-à-dire qu'on peut dire que c'est un titre et donc lui affecter une police particulière. Donc, on va dire que c'est nos habilitations. Voilà. On va rajouter d'autres éléments. Donc, divider, c'est un séparateur. Ça permet de faire une mise en page plus jolie. Ici, on va pouvoir rajouter nos grids qui correspondent vraiment à ce qu'on a l'habitude d'avoir dans Airtable avec les différentes grids. Pour l'instant, j'assemble les éléments. On va revenir dessus au fur et à mesure. Donc là, c'est une timeline. Ça permet d'avoir les informations dans le temps.
on peut rajouter une galerie. Je vais la mettre en dessous. Cette galerie va nous permettre, en fait, soit de visualiser les personnes, soit, dans le cas présent, de visualiser les différentes habilitations. On va pouvoir rajouter un graphique. Je vais mettre celui-ci. Vous voyez, au niveau de la disposition, on peut gérer, déplacer les éléments comme on veut et donc réaliser la mise en page à convenance. Et je vais rajouter un élément qui s'appelle un record picker tout en haut. Ça va nous permettre de sélectionner des personnes les unes après les autres pour affecter les différents éléments qu'on a rajoutés, donc les nombres, les graphiques, la grid, etc. Voilà maintenant j'ai une base. Donc on fera une petite preview rapide. Donc, preview. Donc là, si je sélectionne les différentes personnes, l'ensemble des informations ne sont pas modifiées. Donc on va relier les différents éléments permettant lorsqu'on modifie une personne, d'affecter les informations présentes ici. Pour cela, chaque élément a une base de propriétés et on peut affecter la source. Donc ici, au lieu que ce soit la table personne qui soit raffinée directement, on va prendre en compte l'élément du record picker ici en haut pour le relier. Et Airtable relie directement les informations avec un champ particulier qui est le champ de la table liée. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, la table liée du coup, qui correspond aux habilitations des personnes. Donc on voit ici que Suzanne Marchand, elle va avoir 4 habilitations qui correspondent à son activité. Je poursuis mes connexions de la même façon en rapprochant le graphique de la table des personnes et donc en affectant les catégories donc, qui correspondent aux habilitations de Suzanne. Ces habilitations, on souhaiterait bien les avoir de façon un peu plus claire en reprenant notre grille qui correspond aux habilitations. Et donc, on voit effectivement que d'emblée, rien qu'en sélectionnant la source, Airtable nous propose d'avoir les informations des différentes habilitations. Et donc, ces habilitations, on peut cacher les éléments et donc repérer simplement les informations qui nous intéressent. Nous, en l'occurrence, ça va être la date du prochain rendez-vous pour ces habilitations, le statut de validité, savoir si le statut est valide ou pas, et donc la date de fin de validité de notre habilitation. Donc on voit ici qu'on a 4 habilitations de Suzanne avec les dates de fin. Et du coup, si je fais une preview maintenant, rien que sur ces éléments-là, lorsqu'on modifie la personne, l'ensemble des informations vont être modifiées. C'est-à-dire que là, on a bien 3 habilitations pour Guy Albert qui sont présentées ici. Et on a bien les informations de date de fin de validité de chaque habilitation. Je vais pas prendre le temps de vous expliquer le time picker, le timeline ici. Ce sera revu tout à l'heure avec Élise et Pierre. Par contre, au niveau de l'affichage des photos ici, de la même façon, je vais le relier au record picker et pouvoir y associer. Donc, vous voyez, il y a toujours les propriétés qui sont affectées ici. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être d'avoir le visuel des habilitations et simplement cette information, on peut cacher les autres éléments. C'est-à-dire que ici, on va pouvoir, de ce fait, avoir l'information sur un seul écran. Pardon. L'information pour Albert Guy, qu'il a 3 habilitations. Celles-ci, elles sont valides pour 2 d'entre elles.
et une habilitation qui est donc à programmer. Cette habilitation, on va pouvoir du coup l'affecter directement à partir de l'écran ici et rajouter donc la date du prochain rendez-vous. Donc, sachant que l'habilitation se termine le 29 avril, on va pouvoir lui programmer un rendez-vous directement le 21 avril et l'évolution va se… Donc, le statut va être modifié directement rien qu'à partir de cette base d'interface. Il te reste encore 2 minutes, Gildas. Voilà. Donc, je vais… donc, c'est une première approche des interfaces. Ça va être beaucoup mieux, enfin, beaucoup plus étoffé avec la présentation d'Élise et de Pierre. Mais d'emblée, on voit que les éléments sont facilement paramétrables. L'interaction se fait également de façon rapide. Et donc, pour chaque personne, on a bien les différentes informations d'emblée qui apparaissent ici. Donc, pour la publication, ensuite, il y a un bouton en haut qui permet de publier. Et on voit qu'il y a simplement à cliquer pour faire la publication. Et ensuite, le partage peut se faire par mail. Pierre et Élise reviendront peut-être dessus en termes de sécurité également. Voilà. Ce que je peux vous présenter, c'est rapidement, c'est l'interface telle qu'elle est en production chez le client. Donc, on a du coup une interface d'habilitation des personnes avec la présentation des différentes personnes et leurs habilitations. Donc, voilà. Et un tableau de bord permettant de sélectionner l'habilitation pour laquelle on souhaite avoir des informations et une visualisation donc des habilitations qui sont valides, celles qui sont non valides, donc on peut les repérer ici également, et celles qui sont renouvelées, et avec du coup des timelines dans ce cadre-là où on repère bien les différents éléments avec les couleurs, donc non actifs c'est rouge, les éléments qui sont préprogrammés en vert et celles qui sont sur lesquelles il faut interagir en termes de délai. Et on peut le faire directement donc en fixant le prochain rendez-vous, par exemple demain. Voilà. Et on a bien le prochain rendez-vous ici qui s'est positionné et le changement de couleur qui vient de s'afficher également. Les informations se retrouvant également ici. Voilà, c'est une présentation rapide des interfaces. Donc, on va étayer et améliorer cette vue d'ensemble avec Élise et Pierre. Mais c'était très clair. C'était très clair. Merci. Gildas. Je vais changer d'écran. Voilà. Est-ce que c'est tout bon? C'est parfait. Tout bon. Super, ben merci Gildas. Merci à toi, merci. Donc moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous partager, c'est des bonnes pratiques et des petites astuces pour vendre vos interfaces plus performantes et donc améliorer la navigation, l'expérience utilisateur, notamment lorsque vous avez des données dans plusieurs tables à afficher. Et donc pour cela, je vais vous présenter, je vais m'appuyer sur un CRM donc assez basique que j'ai mis en place sur Interface pour un de mes clients. Et c'est une société de transport. Et donc, cette société de transport qui vient de tout juste de naître, elle a donc des contacts, des missions associées à ces contacts, des devis et des factures en fait associées à ces devis, et puis un tableau de bord de KPIs. Et donc, sans plus tarder, on va plonger dans l'interface des contacts. Comme l'a dit Gildas, en fait, c'est une interface en fait avec à gauche vos enregistrements de contacts et à droite en fait tout le détail du contact sélectionné. Donc là, si je vais sur Manon Richard, moi ce que j'aime bien faire en haut, c'est afficher donc les les quelques données principales de ce contact. Et donc, dans le cas de figure de cette société de transport, c'est qu'elle, en fait, elle peut avoir des comptes
qui sont associés à un ou plusieurs contacts. C'est-à-dire, ici, Manon Richard et Guillaume Marot, ils appartiennent à la même société qui est la Galerie Richard. Et donc, le plus simple, en fait, dans ce cas de figure-là, et moi, l'astuce que j'aimerais vous partager, c'est l'utilisation, en fait, du record picker. Ce n'est pas exactement le même, tout à fait le même que Gildas vous a présenté. Ici, dans Add Elements, en fait, vous en avez un dans All Elements ici de record picker, mais vous pouvez aller aussi en chercher un dans les contacts. Vous pouvez aller en chercher un quand vous avez un linked record. Donc, par exemple, là, dans mon compte associé à mon contact, je peux aller chercher ici mon record picker. Et ça veut dire ici, en le drag and drop, en l'affichant ici, eh bien, que je vais pouvoir après afficher toutes mes données qui sont cachées, enfin, qui sont contenues dans ma table de compte, par l'intermédiaire, en fait, d'une nouvelle section qui va apparaître ici. Donc voilà, la section compte record picker. On va pouvoir accéder à toutes mes informations associées à mon compte. Et donc, c'est plutôt pratique quand on veut afficher sur une même interface des données venant de plusieurs tables. Et on peut facilement les éditer. Donc voilà que quand on édite le nom du compte, par exemple Galerie Richard, en enlevant le là devant, eh bien, en fait, ça va s'éditer pour tous les contacts associés à ce compte-là. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est afficher un petit texte d'information pour dire attention, les informations se modifient pour tous les contacts. Mais donc voilà un nouveau cas d'usage pour ce record picker. Donc autre astuce, c'est lors de l'utilisation en fait de la grid, comme vous a montré Gildas. Ici donc j'utilise la grid pour afficher l'émission associée à mon contact, à Guillaume Marot, ou bien on peut aller sur Manon Richard. Donc là, ma grid, elle me permet d'afficher mes missions, mais j'aimerais en fait pouvoir simplement en ajouter. Là, je vois que je ne peux pas ajouter de mission. Sur Airtable, d'habitude, on a un plus ici, alors que là, d'ailleurs, il nous dit Airtable que cette feature n'est pas disponible actuellement. Donc, je ne peux pas ajouter de mission. Je ne peux pas non plus naviguer facilement dans mon interface associée à ma mission, alors que pourtant, je les ai créées, mes interfaces de mission. Et là, l'astuce, en fait, c'est de créer un bouton. Créer un bouton Airtable qu'on va venir afficher ici. Alors, on va aller dans ma base. Et donc, le prérequis, c'est déjà de créer un formulaire. Un formulaire tout simple d'ajout d'une nouvelle mission. Voilà, dans ma table mission. Ici, d'aller prendre, quand on ouvre le formulaire, d'aller prendre ce lien-là, de le copier-coller. Et après, dans mes contacts, de créer mon bouton nouvelle mission, donc que j'ai déjà créé, mais ici pour vous montrer, donc je l'ai appelé nouvelle mission pour ce contact. J'ai dit que ça ouvre une URL et j'ai pu copier-coller mon lien de formulaire et le pré-remplir avec le contact qui va bien, avec l'enregistrement associé, pour que comme ça, quand j'appuie sur mon bouton, par exemple, elle était où Manon Richard. Quand je clique sur ce bouton, eh bien, j'ai bien mon formulaire qui s'ouvre de ma nouvelle mission avec, comme contact de négociation, Manon Richard qui se pré-remplit bien. Voilà. Et ce bouton-là que j'ai créé dans ma base Airtable, si je retourne dans mes interfaces, je vais pouvoir l'afficher facilement. Je vais pouvoir l'afficher facilement. Si je le recherche, voilà, nouvelle mission. Ici, j'enlève le label. Voilà, petite preview, on voit désormais qu'il y a le bouton de création d'une mission. Et si on fait un petit test en live, voilà, on dit qu'on a une mission le 28 avril. C'est un retrait de l'eau à Paris. C'est des livres, des caisses de vin. Voilà. Je quitte. Et là, voilà, j'ai la nouvelle mission. Livre, caisse de vin qui vient de se rajouter au 28 avril. Et en fait, cette astuce-là de bouton qui est assez pratique, on va pouvoir la décliner en plusieurs cas d'usage. Là, par exemple, on se dit, si je crée un bouton pour aller directement
dans l'interface qui va bien, dans l'interface de ma mission, eh bien, c'est possible. Encore une fois, on va créer un bouton. Donc ici, c'est plus facile de le faire directement dans la table mission, un bouton de détail. Donc c'est le même principe. On va créer un bouton. Moi, j'aime bien mettre des emojis, donc petit emoji après avec suivi du texte détail. Et là, je vais aller rentrer non pas l'URL d'un formulaire, mais l'URL de l'interface. Et cette URL-là, je vais après la compléter avec mon identifiant de ma mission. Et donc, petite astuce, si vous voulez récupérer l'URL de l'interface, en fait, alors je publie déjà. Donc, je vais dans mes interfaces de mission. Et là-haut, en fait, c'est cette URL-là. On enlève le égal, on récupère tout ça. On fait copier-coller, quoi. Et dans mon bouton, je viens coller l'URL et changer à la fin mon identifiant. Et donc, ce bouton-là, pardon, il n'y a plus qu'à l'afficher. Alors là, j'étais dans les devis, mais... non, je suis dans l'émission, c'est bon. Attendez, il faut que je retourne dans mes contacts. Ça va pas. Là, il n'y a plus qu'à l'afficher, ici, dans ma grid, que j'ai appelé détail. Voilà. Il n'y a plus qu'à l'afficher pour ensuite avoir ici facilement accès, par exemple, à ma dernière mission. Je clique sur mes détails et j'arrive à ma mission. C'est plutôt pratique. Et j'ai fait la même chose après pour naviguer dans l'interface des devis. Par exemple, nouveau devis, ça m'ouvre un formulaire qui se pré-remplit avec le nom de ma mission. Là, j'ai mis une possibilité de se baser sur un template de devis que je vais pas utiliser. Donc, si je retourne, ici, j'ai mon nouveau devis qui s'est créé. Pareil, détail, bam, j'arrive sur l'interface de création de devis. Et là, j'ai mis en place toute une interface pour construire un devis directement depuis l'interface. Et donc, c'est plutôt pratique. En fait, on peut choisir quels sont les champs qu'on veut laisser éditables sur interface et ceux qu'on veut pas permettre l'édition. Donc, si je vous montre où ça se cache, c'est en fait ici, on va pouvoir sélectionner si c'est View Only ou éditable. Et ensuite, là, j'ai réutilisé la même astuce pour faire un bouton de retour. Donc, depuis mes devis, je vais pouvoir faire retour à la mission et je reviens aux missions associées. Voilà, j'ai changé de personne, mais... mais voilà, on peut utiliser les boutons dans un sens et dans l'autre. Et la troisième astuce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est celle des filtres. Parce que là, en fait, on a toutes nos missions, mais si jamais on voulait pouvoir... avoir uniquement les missions à venir, parce que finalement les missions passées c'est intéressant, mais ce qui nous permet de gérer quotidiennement la boîte, c'est plutôt nous intéresser aux missions qui approchent. Et donc là, dans Add Elements, on va pouvoir, dans mes éléments, ajouter un filtre ici. Et ce filtre-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donc le relier aux missions, ma table mission. Je vais pouvoir le connecter à ma liste à gauche de missions. Et je vais pouvoir lui donner une valeur par défaut. Et donc là, en sélectionnant par exemple le champ date, je vais pouvoir lui donner la valeur par défaut d'afficher uniquement les missions à venir. Et voilà, comme ça, ici, j'ai mon filtre qui m'affiche uniquement les missions à venir. Et si, quand bien même je veux changer ce filtre, je mets is after, par exemple, exact date, donc la date exacte du 1er avril, eh bien, je vais pouvoir facilement faire reset à tout moment pour retourner sur la valeur par défaut qui sont les missions à venir. Et donc, ce paramétrage par défaut des filtres, c'est plutôt utile.
Donc, pendant que j'y suis, je peux vous montrer également ici ce que j'ai pu utiliser pour rendre en fait la liste plus lisible. En fait, il est possible ici de grouper et de paramétrer de manière assez poussée notre liste. Donc là, je les ai groupés par statut. Voilà. En fait, on peut les grouper par exemple par date. Excusez-moi. Excuse-moi, Élise, j'ai fait une bêtise. Est-ce que tu peux reprendre le dernier petit point que tu as... Oui, c'est bon, vous me voyez? Tout va bien? Le dernier point, je disais simplement que là, ici, pour améliorer la lisibilité en fait, de ma liste, j'ai groupé par statut mes missions. Mais en fait, on peut les grouper par date, par type de mission. Allez, par type de mission, retrait de l'eau, déménagement. Attendez, je vais mettre un filtre un peu plus... On voit un peu plus de missions. Mais voilà, donc je peux facilement les grouper, améliorer la lisibilité et changer en fait ce qui est affiché facilement. Et donc, je peux par exemple afficher finalement que les dates. Bon, c'est pas très lisible, mais on peut comme ça varier notre liste à convenance. Et on peut même les colorer. Moi, j'ai la version gratuite sur cet exemple-là. On peut même colorer nos records, nos enregistrements en fonction, par exemple, du statut, en fonction de la date. Est-ce que c'est une mission passée, une mission à venir? Et donc, comme ça, améliorer notre navigation. Voilà. C'est à peu près tout pour moi. J'avais juste une question, moi, Elise, sur le record picker, sur ce que tu as montré au début. Comment tu fais pour pré-remplir de base la donnée dans ce record picker? Parce que le record picker, généralement, est-ce que il faut le sélectionner, l'élément? Là, tu as un élément par défaut? Ou c'est parce qu'il n'y a qu'un seul élément qu'il sont remplis par défaut? En fait, il y a un seul élément, j'ai qu'un seul compte associé à mon contact. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner que celui-là. Et en fait, il se pré-remplit finalement tout seul. Il se pré-remplit tout seul, mais on va voir en fait que si, par exemple, vous mettez un record picker pour l'émission, par exemple, ici, si je veux utiliser le record picker de mes contacts pour afficher l'émission, ici, on peut le mettre là, par exemple. Eh bien, on va pouvoir ici voir qu'il y en a 3. Il y a 3 missions. Mais il se remplit toujours par défaut avec le premier. Donc, c'est vrai que je trouve ça un peu moins lisible, un peu moins pratique d'utiliser le record picker quand on a beaucoup de données associées, quoi. C'est plus facile, en fait, plus lisible d'avoir un tableau. Mais lorsque finalement, on a, dans ce cas de figure-là, par exemple, un compte à chaque fois pour le contact, je trouve ça plutôt pratique d'utiliser le record picker. Voilà. Et tes factures en génération de factures, tu les affiches en cards aussi ou quelque chose comme ça? Ou pas du tout? Tu utilises le cards quelquefois? Cards. Les cartes. La galerie. Ah, la galerie. Ouais. La galerie, j'utilise pas trop la galerie. J'utilise pas trop la galerie. Mais là, par exemple, on voit que les factures, j'utilise encore une fois le record picker parce que mon client, il souhaite générer le devis en PDF. Donc là, j'ai fait une automation lorsque je clique sur ma checkbox ici. Donc là, elle n'est pas activée, l'automation, mais quand je clique sur ma checkbox, mon devis se génère, je peux le télécharger. Et ensuite, je peux générer ma facture. Et donc, une nouvelle fois, avec ce record picker, il y a tous les détails de ma facture. Donc là, déclarer comme payé, c'est en fait ça change le statut. Et donc, en fait, ici, ce sont tous des champs associés à la facture. C'est vrai que j'utilise pas Galerie parce qu'en fait, dans le cas de... souvent, les clients que j'ai, en fait, comment dire, ils sont pas familiers avec, vous voyez, cette vue formulaire.
la vue formulaire, quand tu cliques ici sur Expand Record, cette vue formulaire-là, eh bien, cette vue formulaire, elle est très accessible quand on a la galerie. Dès qu'on met une galerie et qu'on va cliquer sur un élément, eh bien, on va accéder. Je tape sur galerie. Voilà. Ici, si je mets une galerie de mes missions, eh bien, dès que je clique dessus, j'accède à ce formulaire-là, mais qui finalement est très peu utilisé quand on a nos interfaces, en fait. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir cliquer sur une ici et que ça me renvoie à l'interface qui va bien. Donc, c'est pour ça que j'utilise pas beaucoup les galeries. Mais j'aimerais bien que Airtable nous permette d'associer un URL quand on clique sur une galerie. Ça serait bien. Xavier pose une question sur la manière dont tu as fait tes blocs. Tu as des blocs de couleurs d'un seul tenant. Et effectivement, je regardais ça aussi, je trouvais ça très malin la manière dont tu l'as fait. Parce que donc pour ceux qui ne connaissent pas, il faut préciser que l'interface ne laisse pas trop la possibilité de faire des blocs un peu comme on veut, dire tout ça, ça va ensemble, ça dans un même carré, la même couleur, etc. C'est possible uniquement quand on a des colonnes. Et j'ai trouvé ça très malin, la manière dont tu as utilisé tes différentes colonnes pour justement faire des blocs de couleurs compacts et vraiment visuels. Donc si tu veux montrer comment tu les construis. Si j'ai bien compris, tu parles des couleurs ici, compte. Les blocs, le bloc contact, le bloc compte. Ok. Ben, voilà, en fait, ici, dans le mode édition, vous pouvez en fait grouper plusieurs éléments. Et donc ici, finalement, sélectionner nos backgrounds, par exemple. Donc là, ça va être, comme Gildas l'a pu montrer, en fait, simplement des éléments sur fond blanc. Mais vous allez pouvoir aussi sélectionner une première couleur, gris. Donc, il y a toujours gris. Et puis, la couleur, en fait, que vous avez pu choisir quand vous avez construit votre interface. Ici, rose. Et donc, en fait, quand vous allez ici sur Overview, eh bien, ici, vous propose plusieurs couleurs. Et donc, cette couleur, elle est assez déterminante parce que toutes vos interfaces vont être dans la déclinaison de la couleur choisie. Si, par exemple, vous choisissez vert pour cette icône-là, toutes mes interfaces, ensuite, elles seront avec du vert, quelle que soit l'interface, en fait. Donc, il y a toujours le choix entre la couleur grise et la couleur par défaut de mon interface. C'est assez marrant. Mais finalement, donc, c'est assez facile de les grouper. Il suffit pour cela, par exemple, la compte, il ne me propose pas là, de les grouper, mais dès que je mets quelque chose à côté, ici, dès que je mets quelque chose, voilà, on voit qu'il y a des pointillés qui se dessinent, et là, je vais pouvoir les grouper, comme cela. Voilà, je vais pouvoir les grouper assez facilement. Mais c'est vrai que ça paraît très simple et intuitif, mais elles sont ultra bien optimisées, ces blocs. Et je sais que faire des blocs, c'est pas si simple que ça. Et là, ils sont très beaux et très intuitifs. Mais dites-vous que donc, ça pourrait être intéressant de justement avoir des espèces de templates de blocs un peu sympas pour pouvoir les refaire. Parce que clairement, tes blocs, là, ils sont très beaux, très compacts, très intuitifs. Mais c'est pas. C'est vrai qu'on sous-estime le temps passé. C'est vrai que je passe du temps à bouger, à remettre dans un sens, dans l'autre, et que c'est finalement, c'est assez rapide en fait d'avoir une interface utilisable, fonctionnelle. Mais en fait, c'est plus long de trouver en fait la disposition qui va bien, la mise en page qui va bien pour que ce soit en fait facile, et intuitif à utiliser. Et là, encore une fois, vous pouvez aussi choisir. Est-ce que c'est, si je mets en haut, si c'est serré ou bien si ça prend toute la largeur de la page. Et donc, c'est intéressant aussi de jouer avec cette largeur-là en fonction du nombre d'éléments à afficher pour que ce soit visuel. Parce que si on met en fait finalement tous les éléments en pleine largeur, ça peut vite devenir hyper compact aussi, quoi. Voilà. Mais oui, c'est une très bonne idée pourquoi pas mettre à disposition des exemples de disposition. Parce qu'on voit quand même que ton bloc, c'est un peu complexe. Tu as de la logique de verticale, tu as des blocs horizontales dans les blocs verticaux. C'est pas quelque chose. Quand on les drague comme ça naturellement, ça va pas se mettre aussi bien. Non. Non, mais il faut s'arranger pour avoir au moins 2 colonnes jusqu'en bas, du haut jusqu'en bas sur tout ce qu'on veut grouper. C'est ça l'astuce. Effectivement, c'est bon à savoir, mais c'est pas toujours évident forcément en fonction de ce qu'on cherche à arranger. Ouais, c'est vrai que l'astuce, c'est d'essayer d'aligner au maximum
ici les éléments parce qu'on peut vite se retrouver, oui, avec une interface qui a moins de structure. Et une autre petite astuce que j'aime bien faire ici, c'est de mettre des emojis, des emojis avant les titres, et comme ça de les reprendre ici, les emojis pour donner une certaine cohérence, pour savoir où on se situe. Très bien. Voilà. Merci, Élise. Merci, Élise, aussi. De rien. Donc, je vais laisser Pierre. Maintenant que vous êtes passé au niveau 2, vous allez pouvoir passer au niveau 3 sur la partie use case avec Pierre. Alors, je vais donner la main à Pierre. Merci à vous. Alors, Élise, je ne sais pas si tu vois le chat, mais tu as des fans. Hein. Toi et tes interfaces, vous avez fait une grosse impression. J'ai pas vu. Trop cool. C'est très bien. Alors, vraiment top tout ça. Donc, j'en profite pour rebondir sur un commentaire de Martial un peu plus tôt, qui disait qu'Interface était, pour des outils à usage interne, une alternative très intéressante et beaucoup plus économique que des softwares, des stackers. Et oui, alors, il faut savoir que les interfaces, en gros, quand on partage les interfaces, on partage la base et vice-versa. Donc, c'est vraiment pour des applications à usage interne. Si dans le cas que Élise a présenté, elle voulait partager une partie de cette base avec ses clients pour qu'ils voient les infos, ou alors si on voulait mettre sur un site certaines informations d'une base disponible, voire éditable, les interfaces ne seraient pas du tout le bon outil. Voilà, il y a vraiment les pleins pouvoirs sur la base quasiment pour les personnes qui ont accès aux interfaces, donc c'est déjà une chose à savoir, mais en revanche, c'est hyper puissant pour mettre en place des parcours utilisateurs pour les personnes qui utilisent la base, pour structurer les informations, parce que les informations sont structurées dans Airtable, dans la base, d'un point de vue informatique. On a des données structurées dans le sens où on définit les champs, on leur définit des types, on a des tables, on a des relations, etc. Mais d'un point de vue utilisateur, c'est pas toujours hyper facile d'utiliser quelque chose comme ça. Je vous montre. Voilà. C'est déjà un peu long et j'ai masqué 92 champs. Donc, l'utilisabilité d'une table comme ça au quotidien est limitée. Donc, l'avantage des interfaces, c'est de mettre sous un format lisible par les utilisateurs les informations de la base. Donc, maintenant que vous avez un peu les bases sur la construction de ces interfaces, moi, je vais vous parler un peu plus de certains cas d'usage. Donc montrer un peu des exemples d'utilisation. Et pour ça, je vais m'appuyer sur mon CRM, alors que j'ai un peu simplifié pour l'occasion. Mais voilà, donc ça, c'est mon interface de gestion de projet. J'utilise quasiment plus du tout la base directement. Donc ça, c'est la base sur laquelle s'appuie le CRM. Maintenant, je fais quasiment tout directement depuis les interfaces. Je précise au passage que ce sont les données bidons, voilà, toutes les données financières, les noms, les clients, etc. C'est des données pour la démo. Donc là, on a les cartes que nous avait montré Gildas notamment, qui sont en fait des roll-ups, mais au niveau de la base, ou d'une table plutôt. C'est pas un roll-up lié à un records et aux records liés, c'est un roll-up vraiment au niveau d'une table où on choisit les records qu'on veut, avec les filtres qu'on veut, on affiche les informations. Ça me permet de prendre un peu les prévisionnels, facturés, etc., d'afficher des données consolidées à l'échelle d'une table, de me dire combien de missions j'ai en cours, combien je suis en cours de vente, etc. Je me suis fait quelques grids qui permettent de voir les différents éléments en suspens, on va dire. Là, c'est dans les tâches que je traque au quotidien, s'il y en a qui ont été maltraités, espace traité, dans mes automatisations, elles vont s'afficher là, comme ça je vais pouvoir les corriger à la main. Mon enquête de satisfaction, voilà les enquêtes qui sont parties et j'ai pas encore reçu. Si je clique là, il y a un webhook Integromat juste derrière qui permet d'envoyer directement l'enquête à la personne concernée, donc de relancer directement. Ici, j'ai les différentes factures qui ont été envoyées, qui sont prévisionnelles, etc. Donc
toutes les factures dont il faut que je me soucie. Il y a aussi la possibilité avec des graphiques. Donc, par exemple, je suis le temps que je passe sur toutes mes tâches de mes projets clients, et grâce aux interfaces, puisque toutes les infos sont dans ma table Airtable, je peux les analyser. Donc là, par exemple, sur les 7 derniers jours, voilà le temps que j'ai passé donc, par jour sur les différentes missions. Au global, sur la semaine, voilà le temps. Donc j'ai passé 64% de mon temps sur cette mission-là. Supposément, puisque je rappelle que ce sont des données bidons. Le temps passé par semaine avec une évolution dans le temps pour voir un peu les semaines plus ou moins chargées. Je fais la distinction entre ce que je facture au forfait et ce que je facture au réel. Voilà, l'agrégation, la même info, mais agrégée par mois. Sur les finances, je peux suivre aussi les factures qui sont sorties, les paiements qui ont été encaissés, je peux suivre mes comptes perso, pro, etc. Bon, ça, je les rentre à la main, c'est pas, je ne peux pas aujourd'hui les récupérer automatiquement. Voilà, j'ai le tableau de suivi de mes factures, de mes paiements, mes stats sur Malte, des sources sur d'où viennent mes missions, etc. À partir du moment où ces données sont dans ma table, mais forcément, dans ma table, elles sont cachées. C'est pas forcément évident d'aller chercher les sources, elles sont ici. Voilà, on peut, avec les apps, visualiser des graphes, mais c'était quand même pas très pratique. Les interfaces permettent d'aller un peu plus loin de ce point de vue. Donc, c'est déjà pas mal, mais pour moi, c'est pas le meilleur usage, c'est pas l'usage pour lequel les interfaces sont les plus puissantes. Pour moi, les interfaces permettent déjà de structurer des informations au niveau d'une table. Là, par exemple, si je prends ma table des contacts, j'ai en haut les informations essentielles sur ce contact-là que je peux directement aller remplir. Bon, là, lui, il n'a pas d'entreprise, mais si je lui mets une entreprise, j'ai le petit bouton qui me permet d'aller vers le détail de l'entreprise, hein, avec le même principe que ce que présentait Élise tout à l'heure. Et ouais, non. Ah oui, d'accord, c'est pas la... Il m'a changé. Ouais, j'ai fait un duplicata de mes bases et là, il m'a renvoyé vers la vraie base de mes clients, qui n'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc voilà, j'ai à part mes coordonnées de facturation que j'ai bien structurées, les missions et factures liées à ce contact. Donc avec vraiment un layout que j'ai sur quasiment toutes mes pages, qui est donc à gauche la liste des contacts, en haut le filtre que j'applique à ces différents contacts. Si je veux par exemple ne voir que mes clients, j'ai juste à cocher ça et j'ai les clients qui restent à gauche. Je mets toujours un lien pour ajouter un nouveau contact ou une nouvelle mission, etc. Donc comme ça, j'ai directement sous la main le formulaire pour enrichir cette base-là. Et quand j'ai une table liée, donc là par exemple, je suis sur la page de mes contacts et j'ai la table liée de mes missions. Donc je mets le titre, je mets à droite le bouton avec le formulaire pré-rempli pour créer une nouvelle mission, c'est ce que nous présentait Élise tout à l'heure. J'ai éventuellement quelques informations, là aussi des roll-ups sur cette table liée. Par exemple, là, j'ai pas de mission. Voilà. Là, j'ai dans ma table en dessous, il y a une mission réalisée. La dernière mission date du 18 avril. Voilà la liste des factures. Et j'ajoute aussi souvent, donc, techniquement, ça se présente sous la forme d'un champ record lié sous le format pile. Poil technique dit comme ça, mais c'est assez facile à faire, qui me permet facilement d'ajouter ou d'enlever des records qui existent déjà à ce record-là. Typiquement, si cet Alexander Magliulo est aussi intervenu sur une mission, enfin, il y a aussi un contact sur une mission qui existe déjà,
je ne peux pas aller directement l'ajouter dans la grille, on peut rien faire de ce côté-là. Si je clique ici, ça me crée une nouvelle mission, donc je ne peux rien faire. Ce que je peux faire en revanche, c'est ici, aller lier la mission, et dans ce cas-là, elle va apparaître ici. Et si je veux la supprimer, c'est tout aussi simple. Donc il y a un peu ce doublon de la liste apparaît ici dans la grille, elle apparaît ici aussi, mais c'est nécessaire pour avoir vraiment la flexibilité nécessaire pour faire les différentes manipulations qu'on peut être amené à faire face à cette table. Bon, je ne peux pas lire en même temps, je vous laisse m'interrompre s'il y a des questions ou remarques sur ce que je suis en train de présenter. Petit passage sur la page témoignage, donc, qui est un autre exemple de comment structurer les informations, où en fait on peut aller facilement faire de la rédaction, faire de la mise en forme d'informations, afficher les résultats d'une enquête de satisfaction, etc. Là aussi, ce serait compliqué à faire directement dans la table, mais c'est hyper facile, là, d'avoir sous la main en non modifiable le témoignage original du client qu'il a mis dans son enquête en ligne, dans son enquête de satisfaction. Ici, le témoignage mis en forme, c'est en fait, je prends le témoignage, je le copie-colle et je fais les modifications nécessaires. Typiquement, il n'a pas mis d'espace avant les points d'exclamation. Moi, en bon maniaque, ça m'horripile. Bon, je les ai ajoutés. Voilà, c'est un témoignage mis en forme. Là, le témoignage est court, mais parfois, je fais une version un peu plus courte. L'avantage de tout ça, c'est que derrière, c'est synchronisé automatiquement avec mon site. Donc voilà, j'ai juste à gérer ici de manière centralisée mes témoignages. Et après, c'est synchronisé avec Webflow, qui n'est pas encore en ligne d'ailleurs, pour avoir tout ça qui est centralisé. Donc, pour de la gestion de contenu, on peut faire des choses qui commencent à être un peu plus intéressantes, là où les tables Airtable en direct avaient un peu des limites. Mais surtout, là où les interfaces deviennent vraiment intéressantes, parce que oui, on peut faire des dashboards, c'est cool. Oui, on peut présenter les infos d'une table de manière un peu plus lisible, c'est cool. Mais on peut entremêler les informations de différentes tables de manière logique et intelligente sous un format qui est totalement inaccessible à la vue, on va dire, classique d'Airtable. Donc là, typiquement, c'est la page d'une mission en cours. Donc, je centralise toutes les informations. Voilà le client, voilà la catégorie de la mission, mon contact, la source de la mission. Je peux modifier le nom de la mission ici. J'ai lié automatiquement cette mission à différents espaces sur Asana pour gérer ma to-do, sur Drive pour stocker les documents, sur Notion pour prendre des notes. J'ai fait automatiquement un espace client là aussi sur Notion. Je stocke les différentes dates, mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qui arrive en dessous. C'est-à-dire que dans ma base, j'ai beaucoup de tables, et toutes ne méritent pas d'avoir leur propre page. D'ailleurs, la plupart ne méritent pas d'avoir leur propre page. Par exemple, j'ai une table des tâches que j'ai effectuées avec voilà la tâche, voilà quand j'ai fait, voilà le temps que ça m'a pris. Cette table-là n'a vraiment d'intérêt que agrégé, en fait. C'est à l'échelle d'une mission, éventuellement d'une phase de cette mission, j'ai envie de savoir le temps que j'y ai passé. C'est bien que le détail soit accessible si je veux aller voir un peu ce qu'il y a derrière, si j'ai un souci avec le client, pouvoir justifier, attendez, si, j'ai vraiment passé tant de temps, tel jour pour faire ça, etc. Mais au quotidien, moi j'ai juste besoin d'agréger ces infos. En fait, tout ce dont j'ai besoin sur ces tâches est ici. Et donc, là, j'ai mes roll-up, en fait, qui me disent, au niveau de la mission, j'ai budgété 3,27 jours, j'en ai passé en tout 3,33, il me reste, voilà le temps qui me reste, voilà le pourcentage d'avancement que j'affiche là aussi à gauche. C'est le temps passé sur le temps budgété, ma dernière tâche, voilà, etc. Avec des graphiques par phase, voilà le temps que j'ai passé. J'ai un suivi semaine par semaine, voilà le temps que j'ai passé sur cette mission-là. Donc voilà, en un encart, en fait,
toutes les informations utiles dans une table qui, en tant que telle, n'est pas très lisible et pas très intéressante, sont directement disponibles. Et ça, c'est évidemment les informations de cette mission. Si je change de mission, hein, j'ai d'autres informations qui vont s'afficher. Sur la facturation, même principe, je définis le mode de facturation que je veux, le TJM, etc. Je choisis mon contact de facturation avec mon record picker et les informations qui s'affichent ici. Ça, c'est une astuce que j'ai directement piquée à Élise parce que je trouvais ça très malin et très pratique. Donc voilà, maintenant, je peux éditer directement ça sans avoir besoin d'aller dans le détail de mon contact de facturation. Je peux le faire sur la même page. Et si j'ai pas de contact de facturation, il y a rien qui s'affiche normalement. Ah, si, il me laisse les infos, c'est bizarre. Peu importe. Voilà, en dessous, j'ai encore quelques informations sur voilà les factures que j'ai pas encore créées sur cette mission. Voilà ce qui reste à facturer, c'est-à-dire que j'ai pas encore émis la facture. Donc, facture pas encore créée, c'est vraiment dans Airtable. Reste à facturer, ça veut dire que la facture a été créée, mais qu'elle n'est pas vraiment émise par mon logiciel de facturation. Reste à payer, c'est la facture qui n'a pas encore été payée, qu'elle a été émise ou pas. Et donc là, en dessous, j'ai mon détail des factures. Mais typiquement, avoir des infos comme ça me permet de ne pas avoir une page par facture. En vrai, j'ai pas besoin d'une page par facture. Et ça m'embêtait avant que les interfaces avant que les interfaces existent, ça m'embêtait d'utiliser cette vue-là pour aller voir mes factures, alors qu'en fait, j'en avais pas besoin. J'avais pas besoin de ces infos-là. Tout ce dont j'ai besoin, c'est ici, et je peux comme ça le centraliser directement avec les interfaces. Donc ici, il n'y a pas de bouton pour ouvrir le détail, parce que j'ai pas de détail de la facture, j'en ai pas besoin. En revanche, sur les contacts, par exemple, j'ai bien un bouton là pour ouvrir le détail, pour aller sur la page du contact, parce que là, ça m'intéresse. Potentiellement, j'ai envie d'éditer ces infos de manière un peu plus sympa que ce que j'ai là. Et ça me permet aussi de gérer les phases. Donc, de manière totalement dynamique, je peux ajouter les phases au projet. Bon, je peux pas parce que c'est un projet en cours. Je peux ajouter les phases au projet, je peux les inclure ou pas dans le budget total. C'est très pratique ça quand je fais une proposition, quand je mets les options, etc. J'inclus comme ça mes phases directement dans le projet, ça me fait mon budget de manière dynamique. Et avec les timelines, je vois par exemple le temps que j'ai passé sur chaque phase d'un point de vue calendaire, on va dire. C'est-à-dire, pour chaque phase, voilà la première tâche que j'ai réalisée, la dernière tâche que j'ai réalisée. Donc ça me permet de voir un peu le fonctionnement réel, enfin le déroulement réel de ma mission. J'aurais aussi pu mettre des dates théoriques pour les bouger, etc., si je voulais planifier mon projet en avance. Mais voilà, bon. Comme ça, en une page pour ma mission, je centralise toutes les infos importantes et je fais l'économie d'énormément d'allers-retours en fait, entre différentes pages. Parce que le souci d'Airtable, c'est que c'est très bien, mais dès qu'on manipule des objets, des process qui commencent à devenir un peu complexes, à la base commence à devenir un peu complexe, on multiplie les tables, sauf que dans toutes les tables, en fait, celles qui ont vraiment d'intérêt pour qu'on aille dans le détail d'un record et qui ont en plus de ça un sens, on va dire, physique palpable pour les utilisateurs, il n'y en a pas tant que ça. Donc, les interfaces, ça permet de mettre entre les mains les informations qui sont vraiment utiles et de les structurer pour les utilisateurs finaux. Après, c'est pas parfait non plus. On peut regretter, par exemple, qu'il n'y ait pas la possibilité aujourd'hui d'avoir des champs conditionnels ou des parties conditionnelles. Là, aujourd'hui, dans mon fonctionnement, j'ai une page d'émissions en cours, une page d'émissions en cours de vente et une page où j'ai toutes les missions, où j'ai presque les mêmes infos, mais pas exactement, parce que j'ai pas la possibilité d'avoir des blocs conditionnels, ça m'embête un peu d'avoir des blocs pas pertinents sur une même page, donc voilà, j'ai ce fonctionnement qui est un poil bancal, voilà, donc je suis pas totalement satisfait. Ça fait partie des points d'amélioration des interfaces, mais moi j'ai été assez surpris de voir que les interfaces en fait aujourd'hui étaient relativement peu utilisées et pas forcément reconnues pour leur potentiel,
à part entière. Il y a Xavier qui dit que c'est Coda en moins bien. On a le droit de le banner de Twitch, hein. C'est une possibilité. Non. Mais Xavier, il habite sur Twitch. On n'a pas le droit de le virer. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que la comparaison avec Coda est pertinente. Je suis pas sûr que ce soit en moins bien parce que dans Coda, tu as un peu le problème de Notion qui est que tout est modifiable tout le temps. Enfin, tu n'as pas une interface d'édition, une interface d'utilisation. Comme là, par exemple, là, je suis en mode vraiment utilisation de l'interface. Si je veux modifier l'interface, je clique sur éditer et je dois faire les modifications. Alors après, ça ne veut pas dire que je suis le seul à y avoir accès, mais déjà, il y a besoin de faire cet effort d'entrer en mode édition, ce qui est, à ma connaissance, pas le cas sur Coda, et ce qui va un peu sécuriser, on va dire, la forme des interfaces avec des utilisateurs qui sont chargés de les développer, des utilisateurs qui se contentent de les utiliser. Et quand on commence à avoir des équipes d'une certaine taille, c'est quelque chose d'assez important. Un point que j'ai pas mentionné, c'est que j'aime bien aussi mettre des informations de documentation en fait directement dans les interfaces. Là, c'est pas très riche parce que c'est mon interface à moi, je sais comment elle marche. C'est pas forcément une bonne pratique de dire ça, mais bon, c'est la réalité. Mais voilà, suivi du temps, j'explique ce que c'est sur la facturation, j'explique les différents modes de facturation. Et quand je fais ça pour des clients, je mets des textes d'explication en général un poil plus détaillés et la plupart du temps avec derrière un lien, plus d'informations dans la documentation qui renvoie vers la documentation vraiment complète du projet, de la base, de l'interface. C'est parfait, Pierre, parce que tu vas faire la jonction avec le Airtable Arena du mois prochain. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques à faire par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Soit les personnes dans le chat, soit les personnes qui ont participé. Élise, Gildas, Pierre. Je t'ai coupé d'ailleurs, Pierre, tu avais peut-être encore une ou deux choses à dire. Non, du tout, je rattrape les commentaires. Il y avait pas de remarques particulières ou de questions précises par rapport à ta partie. Moi, je me demandais, Pierre, comment tu as fait la barre d'avancement? Il s'est inspiré de Notion, parce que c'est les mecs de chez Notion qui ont fait ça au début. Ouais, j'avais repris un tuto de Shubham qui avait fait ça sur Notion. En fait, donc c'est des caractères, ça en fait, qui ressemblent à ça. Il faut que je remette ton écran là. Ah oui, ok. Voilà, donc c'est des caractères qui ressemblent à ça. En fait, j'ai un champ. Enfin, j'ai des champs qui calculent ce qui va bien et il y a une formule un poil complexe, mais voilà, qui permet en gros de prendre une partie de la première chaîne de caractères, une partie de la deuxième chaîne de caractères pour faire cette barre d'avancement, donc qui n'a que 10 éléments, hein, c'est à 10% près, mais que je trouve bien pratique. Même ça donne j'aime bien pouvoir suivre visuellement ce qui se passe, donc les graphes, etc., c'est pratique, mais c'est vrai que les barres d'avancement, ça manquait dans Airtable et dans les interfaces, et voilà, c'était un bon moyen de contournement du problème. Les icônes et les barres, moi je trouve que les icônes et les barres, c'est très visuel, quoi. Ça va vite, quoi. Tout de suite, tu as les infos, quoi. Les chiffres, dès qu'il faut lire, c'est toujours plus difficile, hein, et ça, c'est vrai que c'est très visuel. Surtout que là, sur tes projets, tu les as mis en plus sur le côté, donc c'est vrai que d'emblée, tu as tout de suite l'info et c'est impressionnant. Ouais, moi, ça me permet de voir les projets sur lesquels je commence à être dans le rouge. D'un point de vue temps passé, il faut vraiment que je file vraiment sur la livraison et pas que je continue à fignoler pendant des jours. C'est un moyen de m'autodiscipliner en fait moi-même, parce que je suis capable de passer un temps infini sur un projet et à partir du moment où je facture le résultat, c'est pas viable, quoi. Si je prends un temps infini à peaufiner les choses.
C'est sûr qu'entre la première approche qu'on a présentée aujourd'hui et l'évolution vers le travail qu'a fait Pierre, bon, ça demande du temps forcément, mais c'est beaucoup sur la structuration de l'information qu'on a aussi, et du coup, comment réussir à bien présenter l'information en termes du X, ce que a très bien fait Élise aussi dans sa présentation. Et voilà, il y a vraiment une notion de savoir ce qu'on veut présenter et comment on veut la présenter. Ouais. Et, enfin, je pense que le plus important, c'est déjà de partir d'un layout d'une disposition qui est claire dans ce que nous présentait Élise, avoir des règles vraiment à suivre, se dire, je veux créer une interface pour telle quelle utilisation, je ne réinvente pas la roue, je sais que c'est le titre, c'est le bouton pour ajouter un nouvel élément, c'est la liste modifiable éventuellement si je veux associer un contact qui existe déjà, c'est ensuite la grid avec le bouton pour ouvrir le détail. Tout ça, c'est des petits éléments techniques qui font que, même si on ne sait pas encore exactement ce qu'on veut obtenir, on se dit, bon, j'ai une mission, dans cette mission, j'ai des contacts, je vais ajouter ça. Et après, de toute façon, les interfaces, elles évoluent avec le temps. C'est quelque chose qui se fait très facilement avec le temps. Dans mon interface, les interfaces, elles existent depuis novembre. Donc la mienne, elle évolue en continu depuis novembre. Au début, elle ne ressemblait pas du tout à ça, et demain, elle ne ressemblera peut-être plus à ça non plus. Mais c'est en faisant vivre aussi l'interface qu'on arrive à quelque chose de satisfaisant et adapté au process. C'est ça, mais c'est en faisant, en testant, et en aussi prenant en main les interfaces qu'on arrive à les faire évoluer. Et finalement, avec les fonctionnalités qui sortent aussi très fréquemment, certaines choses qu'on ne pouvait pas faire hier, on peut les faire aujourd'hui. Et par exemple, aussi une fonctionnalité que j'utilise, c'est depuis maintenant qu'on peut copier-coller des interfaces en fait dans différents groupes. En fait, là, on a pu voir une overview, c'est-à-dire une page d'accueil avec les cas d'interface là pour le CRM. Et on peut avoir en fait plusieurs overviews, plusieurs groupes pour une même base. Et en fait, il y a certains clients qui sont là, mais pourquoi j'ai autant d'interfaces dans ce groupe alors que en fait, il y en a certaines des interfaces qui sont des interfaces de détail en fait, que j'ai pas besoin d'accéder de manière directe. Et donc, je vais les copier-coller dans l'autre groupe qui va être en fait mon groupe d'interfaces de détail. Et en fait, je vais pouvoir y accéder qu'avec des boutons pour y aller, des boutons de retour, mais pas dans en fait le menu principal. Donc petit à petit, comme ça, on trouve au fur et à mesure des fonctionnalités, on teste des choses et on découvre. C'est les clients qui aussi nous apportent les idées, nous font progresser sur les usages. C'est ça qui est bien. Complètement. Par exemple, pour faire une bonne interface, c'est comme pour faire une bonne base Airtable ou à peu près n'importe quoi. C'est aussi la pratique du process qui permet d'arriver à quelque chose de satisfaisant. Une boîte qui se lancerait, qui a 0 jour d'opération derrière elle et qui voudrait lancer la base Airtable parfaite avec l'interface parfaite, je lui souhaite bonne chance parce qu'elle n'a pas le recul derrière pour le faire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se lancer, mais c'est aussi en essayant, en améliorant, en corrigeant parfois quand il y a des choses qui ne correspondent pas exactement à la réalité de la pratique, qu'on arrive à quelque chose de bien. Faut pas L'avantage quand même des interfaces, c'est que on n'est pas face à l'angoisse de la feuille blanche. Il y a des éléments hyper faciles à mettre en œuvre. On sait que on a des champs dans notre table, on va commencer par mettre les champs, on va les organiser un peu. Les link records, on va les organiser sous forme de grid, et tout de suite, on a une interface en fait, qui prend forme. Déjà, on n'est pas sur Bubble où on veut construire une interface pour faire quelque chose, et là, on se dit, ok, qu'est-ce que je vais faire, quoi. C'est quand même très guidé et très rapide à mettre en place, même si, forcément, faire une interface à l'épreuve de la vie et des opérations, ça prend du temps et des essais et erreurs. Le dernier point sur la partie design, c'est vrai que je pense que c'est bien de s'inspirer de design de pages déjà existants dans le monde des SaaS, parce que déjà, généralement, ça s'est fait par des designers. Et donc, cette logique d'avoir le listing des produits, par exemple, avec un bouton détail qui amène sur une show, c'est un standard dans les modèles de SaaS. Donc, si vous regardez ce qui existe et que vous refaites un petit peu les mêmes formats, vos clients ne vont pas être perdus, et donc pour eux, ça va être plus sympathique. Alors que si vous commencez à essayer
d'aller faire du freestyle et de faire à votre sauce. Parfois, si c'est un peu le foutoir, bah, les gens ils vont être aussi un peu perdus. Donc, la simplicité et aussi s'inspirer des choses existantes peuvent aider les gens qui ne sont pas très bons en design et qui n'ont pas cette fibre un peu, même comme Élise, qui naturellement fait des choses qui sont super clean. Moi, je sais, n'étant pas un grand designer, faire quelque chose de joli, c'est pas simple. Après, le but n'est pas tant que ce soit joli, que ce soit utilisable, pratique et adapté. Et efficace, ouais. Mais non, c'est sûr que après, là, tout ce qu'on a présenté aujourd'hui, on n'a rien inventé en fait. On ne fait que utiliser les fonctionnalités d'interface et parfois jouer un peu avec ces fonctionnalités pour réussir à faire ce qu'on a envie de faire, pour finalement reproduire des choses qui existent par ailleurs. Le but n'est pas d'inventer la nouvelle interface totalement inédite. Le but est de mettre en face des gens qui utiliseront les outils des interfaces face auxquelles ils ne seront pas perdus. C'est ça le premier enjeu. J'ai même des clients qui m'ont demandé, Julien, regarde mon SaaS, fais pareil sur interface. Genre, ils veulent que je reproduise leur interface de SaaS sur Airtable. Ouais. C'est marrant. Parce qu'ils veulent quitter leur SaaS trop cher. Enfin. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi, je dois y aller. Sinon, j'aurais bien encore discuté encore une demi-heure, 3/4 d'heure, mais là, j'ai un train à prendre. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Dernier appel. Sinon, de toute façon, ces 3 belles personnes sont présentes à la fois sur le Slack No Code France, sur LinkedIn. Donc, voilà. Oui, alors, et petite ouverture sur le mois prochain. On va... Enfin, en discutant sur les thématiques, et Pierre l'a un petit peu mentionné, une thématique intéressante à aborder en groupe, c'est tout ce qui est documentation liée au projet, de voir un petit peu ce que font les gens liés à cette documentation. Donc, le mois prochain, on fera intervenir des gens qui parleront un petit peu de comment ils formatent leur documentation. Est-ce que c'est du Notion? Est-ce que c'est dans Airtable? Est-ce que c'est d'autres outils? Je pense que c'est une thématique qui intervient pour tout consultant Airtable qui commence. Et donc, ça peut être bien d'échanger là-dessus. Donc, ce sera ça le sujet du mois prochain. Il y aura peut-être des gens qui sont ici qui reviendront. Il y aura peut-être d'autres. Il y aura peut-être encore plus de gens. On va vous préparer ça pour le mois prochain. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres remarques par rapport à tout ça? Non? Bon. Bah, si c'est bon pour vous, je vous dis, enfin, on vous dit tous à bonne fin de mois d'avril. Et puis à très bientôt à tous. Et portez-vous bien. Et je vous lance le clip de fin de visionnage. Allez. Merci Au revoir Julien. à tous. Merci. Merci à tous les deux aussi. Bonne journée.